Voilà. Alors, mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer donc que le gouvernement congolais ait décidé de violer, mais de manière délibérée, bien sûr, les règles d'habilitation, c'est-à-dire d'orthodoxie financière, d'avoir finalement délocalisé, disons, le trésor public vers la banque postale? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, tout à l'heure, vous avez évoqué, M. Christian Perrin, que le Premier ministre s'oppose à la centralisation des recettes publiques au Trésor, malgré les directives de la CEMAC. L'analyse que moi je porte là-dessus pour comprendre cette décision du Premier ministre, c'est que les directives de la CEMAC imposent la centralisation déjà des recettes au Trésor public via le compte unique du Trésor. Mais qu'est-ce qui justifie que le Premier ministre s'oppose à cette disposition? Et c'est la Il question, faut moi, qu'on que se je vous pose. posais, parce que Premier Ben, ministre de son État, juriste, il devrait savoir que la seule caisse de l'État, c'est le trésor public. je suis d'accord avec vous, Christian Perrin, que la seule caisse, c'est l'État public. Là où je trouve encore qu'il y a vraiment un vrai cafouillage, il prend pour argument ou il s'appuie sur le fait que la loi de finances de 2025 justifie sa position. Cela pourrait révéler des incohérences entre les engagements internationaux et les priorités budgétaires nationales. Donc, je ne sais pas, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Collinet Makosso, qui est juriste de son rang, qui ne peut pas avoir une bonne lecture de la portée internationale d'une loi et la juxtaposer à une loi de finances pour justifier sa décision. Je suis vraiment outré de... Bon, Est-ce que, oui, c'est pardon, Béchar Tombé Lundu, est-ce qu'on est là face à un gouvernement d'amateurs où ils font exprès, où ils savent ce qu'ils sont en train de faire et que c'est fait de manière non, délibérée, probablement? juste à une époque, Monsieur Christian Perrin, je pouvais me permettre de dire qu'ils font exprès ou limite c'est un manque de volonté ou une mauvaise foi. Mais la multitude des délits, et je me permets de les qualifier comme ça parce que c'est inconcevable. Avoir des docteurs, des professeurs dans le domaine du droit, de l'économie, laisser passer certaines des énormités à la place publique, m'emmène à comprendre qu'il y a réellement là un gros doute sur ces titres ou ces diplômes qu'ils nous mettent disponibles pour justifier l'occupation de ces postes. Encore que je suis de ceux-là qui pensent que on n'a pas besoin réellement d'un diplôme aussi ou des diplômes pour pouvoir gérer un département ministériel. La preuve, on les voit sauter d'un ministère vers un autre, tout simplement parce que c'est du copinage. Mais Donc évidemment, voilà ce qui se... le conflit d'intérêts dont vous faites état ici, c'est aussi, je crois, après je peux me tromper, c'est une illustration de ce qu'ils ont fait avec les finances pour qu'on se retrouve, pour que le Congo se retrouve dans une crise multidimensionnelle, mais beaucoup plus une crise financière sans précédent. Voilà pourquoi j'étais en train de poser la question de savoir si ce n'est pas, ou ils n'ont pas fait ça exprès pour évidemment piller les finances. Et là, ma question, c'est de savoir si Calixte Ganongo, puisque c'est l'ancien ministre des Finances qui avait opéré cette délocalisation, mais aujourd'hui, une délocalisation soutenue par Anatole Coliné Makosso, n'est-ce pas qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires pour avoir favorisé, j'allais dire, des malversations financières en bande organisée? Ben, Christian, je me pose la question si dans ce pays, on a réellement une justice qui existe, parce que les délits dans le domaine des finances, on les note au point d'avoir un roman de près de 400 pages.
Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Je suis avec Béchar Tombelundu, qui n'est plus à présenter à nos fidèles internautes, mais pour ceux qui le découvrent, il est spécialiste en ressources humaines, analyste économique, ancien directeur des ressources humaines chez Gelec Congo, ancien conseiller municipal de Moseljo. Avec lui, nous allons revenir sur la passe d'armes entre Anatole Koliné-Bakosso et son ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Andaï. Que cacherait ce désordre administratif au sein du gouvernement Makosso? Bonjour Béchard Tombelundu, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour ce moment d'échange, une fois de plus, sur les questions d'actualité pour notre cher beau pays, le Congo. Merci Béchard Tombelundu d'avoir encore accepté notre invitation. Après avoir lamentablement échoué dans ces 12 batailles, le pays totalement ruiné et lourdement endetté, plus de ressources financières pour faire face aux charges incompressibles de l'État, désormais place au théâtre de chez nous. Et donc, du rififi au gouvernement Makosso, signe d'une désagrégation du système. PCT, diraient certains observateurs de la vie politique congolaise. D'ailleurs, le PCT n'a-t-il pas exhorté ses membres à la cohésion? Que se passerait-il entre Anatole Koliné-Makosso et Jean-Baptiste Honda? Y a-t-il encore un chef de gouvernement au Congo-Brazzaville? Voilà sur quoi portera notre échange aujourd'hui. Béchar Tombelundu, vous avez eu connaissance des notes ministérielles contradictoires entre M. Hondaï et M. Makosso, mais aussi des circulaires contradictoires entre le directeur général du Trésor public et le directeur général des douanes et droits indirects. Chacun défendant bien sûr son camp sur le transfert et la centralisation ou non des recettes publiques au Trésor public. Votre premier commentaire après avoir observé ce jeu de ping-pong. Ben, merci une fois de plus, Christian Perrin, pour cette question relative à la fuite des informations au sein de l'administration congolaise. Le constat, vous l'avez bien évoqué, le fait que des notes circulaires ministérielles contradictoires et fuitées dans l'espace public traduisent pour moi une administration fragmentée et un manque de cohésion sur cette situation peut nous emmener à conclure qu'il y a des frustrations internes qui justifient cette fuite des éléments, des notes et des circulaires au sein de l'administration publique. Maintenant, ces frustrations, il faut chercher à les comprendre. Pourquoi est-ce que les cadres se laissent-ils emporter par cette facilité à mettre disponible des informations qui seraient censées être confidentielles pour la gestion du pays et qu'on les retrouve sur la place publique? Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est que soit il y a une perte de confiance envers la hiérarchie, pour inciter ces derniers à explorer les querelles internes et de pouvoir les mettre en lumière afin de remettre ses collaborateurs en situation de confiance. Vous avez bien évoqué tout à l'heure les crises qui cisaillent le pays. Cette crise tant multidimensionnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justifie, à mon humble avis, la preuve de cette crise de confiance avec toutes les conséquences que l'on peut évoquer ici lors de cette émission. Le manque de discrétion garantit une faiblesse dans la stabilité des institutions. L'opacité devient excessive et elle nourrit les tensions et un besoin d'externalisation de ces dysfonctionnements. Donc voilà ce Oui, que je mais peux porter comme Béchar analyse. Tombelundu, il y a là, comme qui dirait, violation flagrante de la déontologie professionnelle lorsque le secret professionnel est mis à nu. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un site de désagrégation du système PCT, pas seulement PCT, mais aussi le gouvernement, parce que je me posais la question tout à l'heure de savoir s'il y a encore un chef de gouvernement au Congo-Brazzaville. Ben, le système au niveau de la désagrégation de ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, et oh, il n'y a même pas, il y a pas photo, c'est bien visible, Monsieur Christian Perrin, dans la mesure où les collaborateurs, pour manifester leur mécontentement,
laisse fuiter des informations qui sont censées être confidentielles et même pour le respect de notre pays à l'échelle internationale, ça pose un réel problème. C'est un réel problème dans euh, la crise de leadership, de mon point de vue, et la crise d'autorité. On peut même, je pourrais même aller plus loin. Est-ce qu'on n'est pas là en train de se retrouver dans un conflit d'intérêts au sein de cette machine gouvernementale? Donc, quand je parle de machine, c'est un gros mot qui associe le Parti congolais du travail et la gestion du gouvernement parce que c'est eux qui proposent ces ministres au chef de l'État pour être nommés par la suite. Donc, je pense qu'il y a un réel conflit d'intérêts, soit sur le plan politique qui justifie le fait qu'il y ait fuite des informations parce que la gestion du cadre au sein du Parti congolais du travail est un boulot d'étranglement à plusieurs vitesses. Alors, revenons donc sur les faits pour bien sûr l'intérêt de ceux qui nous suivent. Le 26 décembre 2024, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, recommandait donc au directeur général de la Banque postale de procéder dès le 2 janvier 2025 au transfert des opérations du guichet unique de paiement au Trésor public, dans la perspective bien sûr de la mise en œuvre imminente de la réforme sur l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, recommandé d'ailleurs par la directive CEMAC, vous le savez, numéro 01/11 UEAC 190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances en son article 67. Réaction du berger à la bergère, le 27 décembre 2024, probablement non content, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso va donc s'opposer à cette demande et va interrompre, comme disait d'ailleurs la note, sans délai, la procédure de résiliation de la convention GUP qui serait, selon Anatole Kouliné-Makosso, contraire, j'insiste là-dessus, selon Anatole Kouliné-Makosso, cette disposition serait donc contraire à la disposition de la loi des finances 2025 qui venait d'être votée. On va y revenir tout à l'heure. Alors que, nous savons tous, lorsque vous avez ratifié ou validé les textes internationaux, généralement, ce sont les textes internationaux qui priment sur les textes nationaux. Alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette opposition entre Anatole Kouliné-Bakosso et le ministre des Finances, disons le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye? Ben, merci, Christian. Je pense que tout à l'heure, sur la question qui a suivi cette analyse, qui a précédé, pardon, cette analyse que vous venez d'évoquer, montre à juste titre, lorsque vous avez parlé de la désagrégation du système au pouvoir, j'ai tout à l'heure évoqué le fait que il y a une lutte d'influence politique. Ces contradictions ne sont pas seulement techniques ou administratives, elles révèlent probablement des luttes de pouvoir entre le Premier ministre, les ministres et les directions d'administration publique. Le contrôle des finances publiques est une question stratégique qui cristallise les intérêts. Alors, quand on parle d'intérêts, ça veut dire que chacun dans cette crise essaie de protéger son gâteau, passez-moi l'expression, parce que le Congo, est loin d'être un pays qui est géré, on peut le considérer comme étant une petite épicerie où chacun vient se servir et construire les éléments de son repas, ce qui justifie effectivement ce conflit. Maintenant, à côté de ça, je peux aussi noter l'absence d'un leadership clair. Lorsque les responsables publics adoptent des positions opposées sur des questions aussi fondamentales que la centralisation des recettes, cela indique un déficit de coordination et de leadership au sommet de l'État. Donc, ce qui justifie, comme vous l'avez dit, une fragilité du système politique mais ce qui met en lumière la possibilité d'une intervention du chef de l'État pour arbitrer ce conflit.
Oui, mais avec ici, pardon, Béchar Tombéloundou, nous sommes quand même là dans un secteur tout à fait sensible. Et ici, c'est une science. On parle de l'économie, on parle des finances. Et lorsque je vous entends, vous êtes en train de nous dire que finalement, la politique a pris le dessus sur la gestion, voilà, j'allais dire, financière du pays. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, je confirme que c'est la politique qui a pris le dessus sur la gestion de, de l'État. Je l'ai évoqué tout à l'heure en disant qu'il y a une fragilité du système. Un système politique fort est capable d'arbitrer rapidement et efficacement de tels différends sans exposer des divisions. Mais ici, le manque de décision claire pourrait être interprété comme étant un signe de désorganisation. Le PCT fait bien preuve dans cette façon de faire. La désorganisation qu'il y a au sein de cet appareil politique continue à nous conforter à penser qu'il y a des vrais demande dans l'organisation de cette structure politique. Je suis désolé de vous le faire constater, mais euh, tel que le pays est géré, ils sont au pouvoir, ils devraient être en mesure de pouvoir gérer ces conflits en interne au lieu que de les mettre à la place publique et de discréditer notre nation. Alors, Voilà. mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer donc que le gouvernement congolais ait décidé de violer mais de manière délibérée, bien sûr, les règles d'habilitation, c'est-à-dire d'orthodoxie financière, d'avoir finalement délocalisé, disons, le trésor public vers la banque postale. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, tout à l'heure, vous avez évoqué, M. Christian Perrin, que le Premier ministre s'oppose à la centralisation des recettes publiques au Trésor, malgré les directives de la CEMAC. L'analyse que moi je porte là-dessus pour comprendre cette décision du Premier ministre, c'est que les directives de la CEMAC imposent la centralisation déjà des recettes au Trésor public via le compte unique du Trésor. Mais qu'est-ce qui justifie que le Premier ministre s'oppose à cette disposition? Et c'est la Il question, faut moi, qu'on que se je vous pose. posais, parce que Premier Ben, ministre de son État, juriste, il devrait savoir que la seule caisse de l'État, c'est le trésor public. je suis d'accord avec vous, Christian Perrin, que la seule caisse, c'est l'État public. Là où je trouve encore qu'il y a vraiment un vrai cafouillage, il prend pour argument ou il s'appuie sur le fait que la loi de finances de 2025 justifie sa position. Cela pourrait révéler des incohérences entre les engagements internationaux et les priorités budgétaires nationales. Donc, je ne sais pas, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Collinet Makosso, qui est juriste de son rang, qui ne peut pas avoir une bonne lecture de la portée internationale d'une loi et la juxtaposer à une loi de finances pour justifier sa décision. Je suis vraiment outré de... Bon, Est-ce que, vous voyez, c'est pardon, Béchar Tombé Lundu, est-ce qu'on est là face à un gouvernement d'amateurs où ils font exprès, où ils savent ce qu'ils sont en train de faire et que c'est fait de manière non, délibérée, probablement? juste à une époque, Monsieur Christian Perrin, je pouvais me permettre de dire qu'ils font exprès ou limite c'est un manque de volonté ou une mauvaise foi. Mais la multitude des délits, et je me permets de les qualifier comme ça parce que c'est inconcevable. Avoir des docteurs, des professeurs dans le domaine du droit, de l'économie, laisser passer certaines des énormités à la place publique, m'emmène à comprendre qu'il y a réellement là un gros doute sur ces titres ou ces diplômes qu'ils nous mettent disponibles pour justifier l'occupation de ces postes. Encore que je suis de ceux-là qui pensent que on n'a pas besoin réellement d'un diplôme aussi ou des diplômes pour pouvoir gérer un département ministériel. La preuve, on les voit sauter d'un ministère vers un autre, tout simplement parce que
c'est du copinage. Vous savez, quand un pays est malade, c'est comme le corps. Quand vous avez mal à la tête, dites que le pied, ça ne va pas aller. C'est tout un système qu'il faut réformer. Donc, je parie que je suis d'accord avec vous que c'est un manque de connaissances. Je me permets de le dire parce que les contradictions sont flagrantes et on ne peut pas confondre une loi internationale et la juxtaposer pour prendre une décision sur une loi de finances. C'est impensable. C'est vraiment impensable de Mais mon est-ce point de qu'on vue. ne peut pas, on ne peut pas non plus penser que finalement ça a été fait exprès, question de favoriser un peu les détournements, le vol, comme on a cité ça au Congo-Brazzaville, question d'échapper au contrôle, bien sûr, dans la gestion des finances, et qu'ils ont emmené ça vers la banque postale, qui n'est pas en fait la banque appropriée. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour, évidemment, piller les finances publiques? Le conflit d'intérêts, je l'ai évoqué tout à l'heure, la banque postale qui gère actuellement le guichet unique de paiement pourrait être liée à des intérêts spécifiques. La centralisation des recettes au trésor public pourrait réduire son rôle et ses avantages financiers, d'où une résistance soutenue par certaines factions. Donc en fait, là, on se retrouve comme on l'a dit, il y a réellement un vrai conflit d'intérêts. C'est deux camps qui s'opposent. Donc, cette opposition, comme je l'ai évoqué tout au début, est liée à une machine politique. Donc, c'est un positionnement politique qui fait que, euh, en soutenant la banque postale, le Premier ministre cherche à être protégé, pardon, à protéger des intérêts politiques ou économiques locaux, voire à renforcer son autorité face au ministre des Finances. L'impact dans cette façon de faire, c'est que ce conflit ralentit la mise en œuvre des réformes tout en exposant le pays à des sanctions ou des critiques au niveau de la CEMAC. Donc Oui, mais voilà. ce qui paraît aussi curieux, c'est que c'est vrai, vous avez parlé de l'opposition entre le Premier ministre et son ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Hondaï, mais on constate bien qu'il y a un côté des gens qui sont dans les normes, qui veulent qu'on respecte évidemment les normes de gestion des finances publiques, notamment le camp Hondaï et le directeur, bien sûr, du Trésor public. Et de l'autre côté, on a des anarchistes, il faut les appeler comme ça. Donc le camp du Premier ministre et le directeur général des douanes, qui refusent finalement de respecter les règles, les normes, bien sûr, de gestion des finances publiques. Et là, c'est bien bizarre que ce soit le Premier ministre qui s'oppose. Vous l'avez bien évoqué, Monsieur Christian Perrin, que le conflit étant latent entre le Premier ministre et le ministre du Budget, Monsieur Hondaï, euh, je signe et persiste que ce désaccord illustre une influence entre ces deux grandes administrations. Le Trésor qui défend la centralisation et les douanes qui cherchent à préserver leur autonomie financière, ben, je me pose quand même la question, euh, pour illustrer ou permettre la compréhension de nos téléspectateurs, à quoi sert la douane en fait? La douane, c'est une institution de collecte des recettes de l'État. Tout à Et fait. le Trésor, c'est une institution qui reçoit toutes les recettes qui viennent de partout, fiscalo-douanières ou j'en passe, pour ensuite permettre à l'État de fonctionner. Mais comment euh, une institution comme la douane peut s'opposer aux directives du reversement de ces recettes au Trésor, comme si eux aussi ils avaient la latitude d'engager l'État congolais sur la réalisation de leurs besoins. Donc, il y a là un réel problème de discipline administrative, il faut le dire. Dans une administration bien coordonnée, une décision politique majeure doit être suivie de manière uniforme. Ici, l'absence d'arbitrage clair permet à chaque entité de faire les choses comme ils les entendent. Et la conséquence, on se retrouve avec ce conflit d'intérêts qui nous emmène à réaliser cette émission.
Donc Évidemment, voilà, monsieur Christian. le conflit d'intérêts dont vous faites état ici, c'est aussi, je crois, après je peux me tromper, c'est une illustration de ce qu'ils ont fait avec les finances pour qu'on se retrouve, pour que le Congo se retrouve dans une crise multidimensionnelle, mais beaucoup plus une crise financière sans précédent. Voilà pourquoi j'étais en train de poser la question de savoir si ce n'est pas, ou ils n'ont pas fait ça exprès pour évidemment piller les finances. Et là, ma question, c'est de savoir si Calixte Ganongo, puisque c'est l'ancien ministre des Finances qui avait opéré cette délocalisation, mais aujourd'hui, une délocalisation soutenue par Anatole Colinet Makosso, n'est-ce pas qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires pour avoir favorisé, j'allais dire, des malversations financières en bande organisée? Ben, Christian, je me pose la question si dans ce pays, on a réellement une justice qui existe, parce que les délits dans le domaine des finances, on les note au point d'avoir un roman de près de 400 pages. Récemment, le chef de l'État l'a évoqué dans son discours quand il vient à nous dire que les bourses des étudiants, normalement, c'est payé à hauteur de 3 milliards l'année et que chaque année, dans le budget du Congo, on se retrouve avec une bagatelle somme de 9 milliards. Où est-ce qu'on met les 6 milliards qui sont euh, traduits dans ce budget? Et si on avait une justice, et si il y avait réellement un vrai suivi au sein de cette institution qui gère le pays, Christian, je me pose, j'ai quelque chose qui me vient vite fait à l'esprit. J'ai l'impression que le président de la République découvre le discours pendant qu'il le lit. Parce Pourquoi? que comment peut-on arriver à évoquer une telle énormité? C'est-à-dire que cette situation, elle est grave. Elle est très, très grave parce que on vient nous l'annoncer et non seulement en amont, personne ne va en prison parce que s'ils ont évoqué ça, c'est qu'ils ont identifié les personnes qui se servent de ces 6 milliards. Et même après le discours du chef de l'État, rien n'est fait. On a vu l'affaire de Dolizy où du jour au lendemain, on a arrêté Le directeur des général. présumés fraudeurs de cet argent. Pourquoi M. Okongakala ne nous met pas disponible à la place publique ceux qui détournent les fonds alloués aux bourses des étudiants? Donc, juste pour revenir, faire un rétropédalage, comme quoi que c'est un système qui est organisé et voir l'argent ou les recettes fiscalo-douanières être reversées au trésor public leur empêcherait, encore que là, ça reste à vérifier parce qu'on voit comment l'argent sort du trésor. Donc, c'est vraiment un vrai cafouillage. Soit, Oui, c'est- vous soit parlez d'un... Oui, allez-y, je vous en prie. c'est vraiment un cafouillage. Même avec les recettes reversées au niveau de la banque postale, c'est pas du tout organisé. Au niveau du trésor public, là non plus, on ne sait même plus quelle est l'institution qui rendrait une orthodoxie de la gestion de l'État aussi claire. Parce que chaque parti se sert. Ceux qui vont prendre l'argent au trésor peuvent se servir comme ils veulent. Ceux qui prennent les recettes, qui sont reversées. Donc, c'est vraiment une organisation d'un pillage euh, Comme qui structuré à dirait, leur c'est manière. vraiment l'association des malfaiteurs. C'est la haute Et Camorra, voilà. voilà. Alors, tout à l'heure, vous êtes posé des questions. Comment se fait-il qu'un chef d'État vient annoncer des énormités comme ça? 6 milliards seraient détournés chaque année et il n'annonce pas les auteurs. Là, il faut le dire que finalement, Denis Sassou Nguesso lui-même est complice parce que lorsque vous ne dénoncez pas les auteurs des crimes financiers, vous êtes complice de crimes et c'est passible.
d'ailleurs de poursuite au pénal, et ça tout le monde le sait, les juristes le savent. Après, on a vu Thierry Bongala faire des acrobaties pour tenter d'expliquer, non, mais écoutez, quand le chef d'État prononce, après, il doit avoir, je ne sais pas moi, des enquêtes. Attendez, un chef d'État ne peut pas venir annoncer quelque chose sans qu'il y ait des enquêtes en amont, imaginons que ce qu'il a dit s'avérait faux. Qu'est-ce que ça va donner? Christian, je prends juste la balle au rebond comme Je à vous en prie, l'époque oui. de Moundane pour mettre le ballon au fond du filet. Quand j'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État découvre le discours pendant qu'il le lit. Et je conforte ma position dans votre analyse. Si Thierry Mongala vient à, à trouver les mots pour justifier les propos du chef de l'État, je suis bien assis dans mon fauteuil pour dire que le chef de l'État découvre le discours. Et ceux qui écrivent pour lui, je me permets de le dire, ils ne l'aiment pas. Parce qu'on ne peut pas venir dire, faire lire ou faire dire à un chef d'État de telles énormités sans pourtant que derrière, qu'il y ait des sanctions. Donc, en fait, même lui-même, il est surpris. Mais même, on n'a qu'à voir comment euh, l'attitude du chef de l'État, quand il fait cette annonce, l'effet surprise se fait sentir dans son regard. Donc, Thierry Mungala, bon, c'est un bel acrobate, on le lui concède Bien pour voilà, défendre. on le lui concède. Mais alors, Béchar Tombelundu, est-ce que vous ne pensez pas que finalement la crise actuelle a été créée ou c'est la conséquence évidemment de cet amateurisme dans la gestion des affaires de l'État, où on fait tout, après on est surpris, et même lorsqu'on veut ramener à l'ordre, d'autres pensent que ce n'est plus ça, et après on va se poser la question qui travaille pour qui finalement, qui fait quoi? Il fait quoi? Nous avons assez longtemps évoqué la question des batailles des écuries. Le constat que moi je me permets de mettre en lumière pour les téléspectateurs, c'est que l'opposition entre les responsables pourrait refléter effectivement des alliances politiques, économiques sous-jacentes. Mhm. Si je vais plus loin dans mon analyse, les intérêts politiques, certes, que je peux mettre en lumière, certains responsables politiques peuvent être emmenés à renforcer leur contrôle sur le flux financier stratégique en vue d'intérêts électoraux ou personnels. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit que on est à l'orée de 2026, il y a les élections, il faut trouver les moyens pour venir encore nous distribuer, nous, peuple congolais, les 2000 francs CFA parce qu'on nous a longtemps affamés et que en nous mettant disponibles ces 2000 et ces billets de 5000 pour aller voter sans pourtant que un programme soit mis en lumière et que c'est juste les fameux 2000 et 5000 qu'on distribue qui justifient le vote. Donc, la lutte pour le pouvoir, ces conflits peuvent également refléter des luttes et des influences entre différentes factions au sein du gouvernement. Chacun cherche à protéger son camp. Et ça met en lumière que même au sein du Parti congolais du travail, je pense qu'il y a de ceux qui veulent doubler Denis Sassou Nguesso pour pouvoir créer un autre champion en dehors de leur champion habituel, son Excellence, je lui passe ce bénéfice, Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a réellement un vrai conflit. Donc, la faiblesse dans la chaîne de commandement, pour moi, évoque bien cette situation-là. La Est-ce qu'on peut aussi multiplication, penser que finalement désormais tout échappe à Denis Sassou Nguesso, finalement? c'est c'est fort possible. C'est fort possible de penser comme ça parce que la multiplication des voix de discordance, des voix discordantes traduit un manque d'autorité centrale, capable d'imposer une vision commune. Ces tensions, pour moi, révèlent une fragilité du système. Elles peuvent être aussi l'opportunité de moderniser la gouvernance et de renforcer la cohésion. Mais Mais dans quel cela veut dire aussi que finalement, dans l'avion, il y a désormais un autre commandant de bord. je viens de l'évoquer, il peut y avoir un autre commandant de bord.
parce que le conflit actuel autour de de la centralisation des recettes, vu de ma fenêtre, peut être résolu rapidement si le président en était conséquent. Il aurait dû convoquer les parties prenantes pour leur dire stop, Oui, mais pour tout à l'heure, vous éviter de avez dit que compromettre la crédibilité du lui-même, il gouvernement et la découvrait. stabilité économique. Évidemment, vous avez dit tout à l'heure que lui-même, il découvrait le discours à l'instant même où il était en train de lire, parce que on ne peut pas comprendre que dans le même discours, le discours bien sûr du 28 novembre 2024, il instruisait qu'on ramène la caisse des finances publiques au Trésor. Curieusement, après avoir prononcé cela, quelques jours après, quelques semaines après, on se rend compte que c'est le ministre qui se tape avec son ministre voilà, des Finances. Ils sont là sur le jeu de ping-pong, on ramène ou on ramène pas. Alors, on ne comprend plus ce qui se passe. Et C'est Christian, vraiment du vous rififi, dites oui. quelque chose d'assez intéressant là, parce que si dans le discours du chef de l'État, il a demandé Le 28 à ce novembre que 2024. l'argent soit ramené au trésor public, euh, je suis désolé de le dire, Monsieur Collinet Makosso, ce n'est pas votre place. Parce que si vous n'êtes même pas capable de respecter les orientations du président de la République qui l'annonce en plein discours à la nation, moi, à votre place, je démissionnerai. Oui, mais ça veut dire qu'il y a d'autres pesanteurs, il y a des forces qui pèsent sur Mais les Anatole pesanteurs, Makosso, mais qui sont à définir, en fait, à découvrir. les pesanteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un vrai conflit, Monsieur Christian Perin, vous l'avez même dit tout à l'heure, en fait, vous avez trahi la profondeur de ma pensée pour dire qu'il y a un autre commandant de bord au sein de la machine PCT. Parce que qu'est-ce qui peut justifier ce conflit d'intérêts sur la gestion des finances de l'État alors que l'argent de l'État ne devrait servir qu'à pouvoir contribuer à améliorer les fondamentaux du bien-être des populations, des Congolais que nous sommes, notamment dans la fourniture de l'électricité, la fourniture de soins de santé publique, l'amélioration ou le désenclavement de l'arrière-pays. Mais là, le conflit sur la gestion des finances, c'est à proprement parler politique. C'est très, très politique et je pense que le chef de l'État va pouvoir sursauter de son fauteuil. Je sais qu'il arrive des moments où il nous suit, de se poser la question, qui est ce deuxième commandant de bord qui s'est créé au sein de la machine PCT pour justifier ce conflit d'intérêts ou même on arrive à bafouer ses orientations données en plein discours à la nation. Ça peut arriver aussi que c'est lui-même, évidemment, qui organise tout ça. Qui sait? Bien, on le saura très bientôt. Comme qui dirait, le temps sait faire les choses. Alors, Béchar Tombé Lundu, on va quand même parler de ce que tout à l'heure j'ai dit, le Congo est en crise et tout le monde, personne ne croit à cette crise financière parce que tout le monde sait que le Congo c'est un pays très riche, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. On ne le rappellera jamais assez, exportateur du gaz liquéfié. Nous avons également le bois qu'on vend, nous avons les minerais, nous avons un port voilà, en eau profonde, port autonome de Pointe-Noire, nous avons une façade maritime. Il y a le fleuve, le deuxième fleuve du monde, voilà. On a tout ça. Et c'est un petit pays aujourd'hui, à tout casser, 5 millions d'habitants. Tout le monde le sait. Les statistiques sont telles qu'il y a 70% dans cette population. Hein, donc des jeunes, 70% sont jeunes. Et à peine 60 000 fonctionnaires de la fonction publique. 40 000 dans, bon voilà, fonctionnaires dans le secteur privé. Donc à tout casser, 100 000 fonctionnaires sur 5 millions, bon, 6 millions si on prend les statistiques de 2023, bien entendu, 6 millions d'habitants. Donc, on n'a Avec une que 100, augmentation d'1 million d'entrées voilà, de la on n'a que population. 100 000 fonctionnaires pour toute cette population-là. J'ai dit tout à l'heure, c'est quand même plus de 4 millions de jeunes. Et moi, ici, ma question, parce qu'on nous dit qu'il y a une crise financière sévère, où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus payer les salaires correctement, les pensions, bon, je ne reviens plus là-dessus, que trop d'arriérés de salaires sont, voilà, impayés. Maintenant qu'on se retrouve face à la situation qu'on était en train d'évoquer tout à l'heure, on se rend maintenant compte
que des gens, une bande organisée, a évidemment organisé cette ruine, a organisé ce désordre, ce pillage. Ça a été organisé. Et là, tout le monde commence à le comprendre, en fait. Quel serait Mais ne pas le finalement, comprendre, ce serait vraiment, je ne sais pas, tu ben es voilà, honnête. quelle pourrait être l'alternative selon vous? Je rappelle que vous êtes un ancien conseiller municipal, donc vous faites aussi la politique. Maintenant, Ben, vu, l'alternative, c'est quoi? Nous avons pour des moi, affrontilés à la tête, l'alternative, ils ont tout gâché. dans l'état actuel des choses, si il m'était demandé de conseiller Denis Sassou Nguesso, euh, la première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle des réformes, une vraie réforme structurelle de l'État. Cette réforme passerait par la réduction du train de vie de l'État, déjà, pour permettre de, de résoudre le simulacre de crise que le Congo est plongé de façon volontaire, et à côté, pour mettre en musique ces réformes, une équipe gouvernementale conséquente. Dans cette Non, mais bon, moi, équipe, je veux bien, Béchar Tombelundu, mais rappelez-vous, dans les années 90, on s'est retrouvé dans la même situation. C'est toujours Denis Sassou Nguesso qui était à la tête. Et OK, depuis qu'il est revenu au pouvoir, ça fait quand même 27 ans. Ce que les Congolais savent de Denis Sassou Nguesso, c'est la crise, les dettes, les remboursements, la misère. euh, cette analyse que je pose, Est-ce que monsieur, ce n'est pas Sassou Nguesso lui-même le problème? j'en viens, monsieur Christian. Quand je dis qu'il y a une crise d'autorité au niveau central, je lui donne le bénéfice du doute. Si réellement il n'y a pas cette crise, d'où cette proposition de nous mener vers des réformes en conséquence. Maintenant, si jamais on se retrouve avec des pesanteurs politiques qui dépassent son entendement, je peux me permettre de le dire parce que plus d'une fois, à chaque année, on nous annonce des grandes réformes qui n'ont jamais vu le jour. Cette histoire de gros poissons et des frettins pour éradiquer la corruption, tout de suite, nous avons cru avoir au sorti de ce discours un gouvernement digne de ce nom que d'avoir un gouvernement avec de passes de chaises musicales. Même quand je dis qu'il faut des réformes en profondeur, euh, je, c'est par modestie. Juste parce que je crois en la démocratie au niveau du pays, que je me permets de lui laisser le bénéfice du doute pour terminer son mandat et nous mettre en place une équipe qui pourrait permettre une relève en conséquence. Mais cependant, comme vous l'évoquez assez souvent dans vos émissions, moi, à la limite, je qualifierais ce pouvoir actuel comme étant un pouvoir qui a encore envie de jouer, mais qui a vieilli, et les ordres donnés par la tête pour que les plus exécutent ne s'exécutent plus. Et par conséquent, on se retrouve avec des ballons qui devraient aller à droite, mais qui se retrouvent à gauche, ou des passes données à l'adversaire. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des passes qui sont données à l'adversaire, et le Parti congolais du travail n'a qu'à accepter d'être à chaque fois mis KO parce que c'est vous-même qui nous donnez ces éléments. On n'invente rien dans la gestion de la chose publique. Bien voilà, on va terminer, Béchar Tombeloundi, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Je vais vous laisser réagir sur l'éviction, bien sûr, du député Kinumbi Kiambungu. Vous avez suivi comment il a été évincé finalement. Mais tout le monde sait que c'est pour avoir critiqué cette gestion, cette crise, pour avoir révélé un certain nombre de choses. Et on est allé trouver, bon, un prétexte que tout le monde sait que c'est. Mais vraiment, c'est amusant. Nous sommes quand même à l'ère des réseaux sociaux, donc tout se sait à la seconde, plus rien n'est caché. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça sera donc la fin de cette émission. Merci, Monsieur Christian Perrin. Là encore, un vrai simulacre. Moi, je vais porter mon analyse sur deux plans. Le premier plan, c'est que euh, j'ai comme une impression que le Parti congolais du travail, c'est même pas une impression, je me permets de le dire, que le Parti congolais du travail vient là de montrer une fois de plus la faiblesse
dans la gestion des conflits. S'il faut considérer comme étant une situation de conflit, tout simplement parce que c'est eux qui ont porté M. Kinumbukamburgu au bureau de l'Assemblée, et le fait d'avoir à dénoncer les pratiques opaques dans la gestion de la chose publique venant de M. Kinumbukamburgu, ce qui n'est pas nouveau pour plus d'un Congolais, ça ne devrait pas surprendre. Maintenant, là où moi, je me permets de dire que c'est un scénario politique, vous allez être surpris, qui est mis en œuvre. Qui sait si le Parti congolais du travail, euh, le fameux gardien ou le fameux commandant de bord qu'on essaie de maquiller, ne serait pas Kinumbi Mbungu. Créer un conflit parce qu'on sait que ce dernier avait l'habitude ou a toujours eu l'habitude de venir nous distraire avec des interventions en pompe et le soir se retrouver en pila pour aller se servir. D'où vient que là, Vous êtes en train de faire la lecture de son langage corporel pendant la destitution, parce que tout le bien monde a sûr que dit, mais oui, il ne bien sûr que s'inquiétait de oui, rien, mais vraiment, il n'était même pas, voilà, il avec était une tout zen, voix voilà. de regret, comme s'il se laissait piéger. Ça, je peux me permettre de le dire, dans son mot lorsqu'on lui a accordé la parole à l'Assemblée, j'ai tout de suite vu cette personne qui a vu la trahison venir de l'autre côté. Comme quoi qu'on a dit, ben, comme, on fait comme d'habitude pour faire semblant d'une opposition, va nous mettre ça disponible, mais il me semble qu'il a poussé plus loin le bouchon et les autres en avaient marre de lui. L'occasion de lui dire, bon, là, tu es allé plus loin, fini la vache à lait, parce que vous êtes seul et unique député, vous n'êtes même pas un groupe vous ne constituez pas un groupe parlementaire. Comment expliquer qu'il se retrouve au bureau de l'Assemblée si ce n'est pas un copinage? Et donc, la meilleure façon pour arrêter ce copinage, c'est qu'on l'a poussé à la faute. Ça, c'est la première hypothèse. Ça peut être aussi la fabrication d'un faux, comment on dit ça, d'un vrai faux J'en viens, candidat. Christian. J'en viens. C'est-à-dire que le fait de l'avoir humilié, Oui. euh, ça peut créer un effet de masse au sein de la population. Étant donné que le Parti congolais du travail est en difficulté actuellement sur la position du président de la République par rapport aux élections futures, et ça, il prépare ce qu'on appelle les plans A et les plans B. Donc, Kinyumbuki Mbungu, comme il est l'éternel candidat malheureux avec ses 1% ou les 0,98% de suffrage exprimé, créer un effet sensationnel au sein de la population. Et si les deux se retrouvaient encore une fois de plus en élection et que le peuple décidait à choisir entre Kinyumbi et le challenger du Parti congolais du travail, ben, en votant Kinyumbi, ce serait remettre le pouvoir au Parti congolais du travail parce qu'il va leur rendre la monnaie de la pièce. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que soit ben, à l'étape actuelle des choses, c'est que ben, le citron n'a plus de jus, il faut le dégager, et puis voilà. Et puis voilà, donc ce que j'ai compris, c'est aussi là une stratégie de la, ça pourrait être, hein, voilà, il faut mettre ça au conditionnel, la fabrication d'un vrai faux candidat à l'élection présidentielle Exactement, 2026. Alors, le temps nous le exactement. dira. En tout cas, merci donc d'avoir été encore Un avec mot de nous. la fin, si vous me Oui, je vous permettez, en prie, oui. pour, nous sommes quand même à l'orée de 2025, cette année qui commence avec tout le soubresaut que le monde politique de notre pays peut être emmené à connaître. Je trouve ici l'occasion pour les téléspectateurs de notre chaîne R7, R7, oui. Mhm. l'occasion de leur présenter mes voeux parce que c'est la toute première apparition pour 2025 que moi je qualifie comme étant l'année des possibles, l'année du renouveau. Ce n'est pas simplement un nouveau chiffre sur le calendrier, mais une page blanche offerte à ceux qui
ose rêver plus grand et agir plus fort. Face aux défis de notre époque, l'économie, l'environnement et le social, ne nous contentons pas d'adapter, innovons. Transformons chaque crise en opportunité, chaque divergence en dialogue, chaque échec en apprentissage. Il est temps de bâtir une société où l'espoir devient une force collective, où chaque citoyen trouve sa place, sa voix, son rôle. Cette année, soyons les architectes d'une révolution silencieuse, celle des idées, des actes et des cœurs. Ne laissons plus l'avenir nous échapper. Construisons-le ensemble avec une audace, une détermination et une attitude humaine. L'histoire s'écrit aujourd'hui et nous en sommes les acteurs. Reprenons le flambeau pour éclairer non seulement notre chemin, mais celui des générations futures. 2025 ne sera pas une année ordinaire, elle sera celle où tout commence. Belle et heureuse année à tous et à toutes. Merci pour cette émission. Merci, Béchar Tombé Lundou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ressources humaines, analyste économique, ancien directeur des ressources humaines de CGLE Congo, ancien conseiller municipal de Mossenjo. Grand merci d'avoir encore été avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez. Massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se prend donc rendez-vous pour la toute prochaine fois. Merci.